Donc, nous allons aborder le syndrome d'épuisement professionnel, désigné par le burn-out. Que vous dit cette notion? Une notion de tendance. C'est une tendance. C'est plus à la mode que le terme stress, on dirait. Donc, le mot stressé, effacé, au profit du burn-out. On ne dit plus je suis stressé, je suis en burn-out. OK. Alors que pour eux, c'est plus efficace. Bah oui, c'est plus parlant. C'est plus parlant. Oui, c'est l'état final. C'est l'état final de quoi? C'est l'étape finale. Finale de quel processus? Il y a un début. C'est quoi le début? Stress. C'est le stress. Donc, pour vous, c'est une expression ultime d'un stress prolongé. C'est ça. Vous allez dire, c'est l'étape. La défaillance du mécanisme d'adaptation. De défense. Oui, de défense ou d'adaptation, de stratégie de coping. C'est comme une bougie qui se brûle longtemps. Ah, là, on a autre chose. On a une bougie qui se brûle. Elle finit par s'éteindre, la bougie. Ah oui. Surtout si vous la brûlez par les deux bouts. Elle se consumera d'autant plus vite. Oui. OK, quoi d'autre? C'est intéressant ce que vous dites. Hein? Donc, vous avez dit que c'est un phénomène de mode, c'est une tendance. Les termes stress ont tendance à s'éclipser face au terme burn-out. Vous avez dit que c'est l'ultime étape d'un stress chronique. Vous avez parlé de bougies qui se consument. Et en arabe, comment désigne le burn-out? إرهاق نفسي احتراق المهني ما جابش معاه في البطن. Donc, cette conférence, je vais la partager en 3 parties. La première partie sera dédiée à l'origine et à l'évolution du concept du burn-out. La deuxième partie, nous évoquerons ensemble les causes et les facteurs de risque du burn-out. La troisième partie sera dédiée aux repères cliniques qui vont nous situer un petit peu au sein de ce processus. Pourquoi parler de l'origine et de l'évolution du concept et non pas entrer directement dans le vif du sujet? Parce que c'est à travers l'origine et l'évolution du concept qu'on pourrait avoir un éclairage par rapport à ce concept qui, à ce jour, reste flou et surtout, reste contesté. C'est bon? Allez. Quelle est l'origine et comment a évolué ce concept de par les données de la littérature? Là, on est tout le temps à la recherche de la paternité d'un concept. On a vu le paternel, celui pour l'approche physiologique du stress. Nous avons vu Lazarus comme étant le paternel de l'approche transactionnelle dans l'approche psychologique du stress avec le développement de stratégies de coping face à une évaluation de la situation de stress. Nous avons eu Karasek et Segris comme étant les paternels. On a dit qu'il faut qu'on fasse un test d'ADN pour savoir à qui ça revient. Donc, deux paternels pour l'approche causaliste dans l'approche du stress. Ici, là aussi, il y a une évolution. Donc, on parlait d'épuisement professionnel et jamais de burn-out. Je me suis arrêtée en 1959, l'histoire avant. C'est le psychiatre français Claude Veil qui a introduit le concept d'épuisement professionnel dans l'histoire médicale. En 1957, on parlait d'épuisement professionnel. Et dans un article d'ailleurs qu'il a écrit, Claude Veil avait précisé que, concernant les états d'épuisement, l'état d'épuisement est le fruit de la rencontre d'un individu et d'une situation. L'un et l'autre sont complexes et l'on doit se garder des simplifications abusives. Ce n'est pas simplement la faute à telle ou telle condition de milieu, pas plus que ce n'est la faute du sujet. Pour Claude Veil, l'apparition de l'épuisement survient quand il y a franchissement d'un seuil. On a vu ce matin que la question était complexe. On a beau la simplifier juste pour comprendre, mais elle reste néanmoins complexe. On a parlé de l'individu qui a une histoire, qui a un vécu, qui a des besoins qu'il doit assouvir. Et l'ultime besoin, c'est l'accomplissement
de soi et la construction sociale de cet individu, notamment dans le milieu de travail. Mais pas que, il y a un milieu familial et un milieu social aussi. Il y a une situation de travail dans la complexité de leur organisation entre le prescrit, le réel, les difficultés de réaliser ce travail. Donc, c'est très compliqué, mais dans l'épuisement professionnel, c'est toujours la confrontation de cet individu par rapport à cette situation de travail. Ils vont s'entrechoquer et va en suivre un état d'épuisement physique, professionnel. Pardon. Mais on n'arrive pas à l'épuisement du jour au lendemain. Il y a franchissement d'un seuil. C'est comme les valeurs limites d'exposition pour les risques chimiques. On va arriver à partir de certains niveaux pour être intoxiqué. Mais pour Claude Weil, ce n'est pas la valeur limite du risque chimique qu'il a pris comme métaphore, c'est la banque. On parle de compte bancaire. Donc, tant qu'il y a une provision sur votre compte, les chèques seront honorés, sans problème, quel que soit leur montant. Mais dès qu'on se trouve à découvert, là, les choses vont se corser, puisque le tirage, si petit soit-il, devient impossible. Vous en avez fait tous l'expérience. Quand vous avez de l'argent, vous ne regardez pas trop la dépense. Si vous avez des millions, 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est pas un problème. Mais quand vous n'en avez plus, mais dinars, parce qu'il n'y a plus d'argent. Si vous reste que 10 000 dinars en poche, vous allez raisonner. 10 dinars, il faut que j'achète ça en priorité, il faut que je dépense avec parcimonie. Pourquoi? Parce que votre compte commence à s'épuiser. Donc, chaque individu possède un compte, donc possède un capital, possède une marge d'adaptation qui est plus ou moins large, parce que là, c'est une affaire aussi d'individus. Ils ne sont pas tous égaux. Et qui lui appartient en propre. Chacun a son compte bancaire. Hein? Donc, ça peut aller, ça me donne un compte. Vous ne soyez pas à découvert, seulement. Tant qu'il reste à l'intérieur, on est en homéostasie, on peut en jouer, il peut en jouer indéfini. S'il vient à la saturer, la fatigue, et là le relevé de compte par exemple, va vous avertir. Attention, vous commencez à épuiser vos ressources financières. Et si vous allez continuer malgré le relevé de compte qui vous a, malgré l'avertissement de votre relevé de compte, vous allez continuer, on a un tour, donc, si vous continuez, même le plus petit effort supplémentaire, qu'on a mis dinars, on va tourner 100 dinars, on va tourner votre face, va vous conduire à la faillite. Il va nous conduire à la désadaptation. Mais est-ce qu'on va chercher des expédients de trésorerie? C'est-à-dire, on va chercher comment s'en sortir. Et comment s'en sortir? Nous allons puiser dans nos ressources qui se cachent quelque part. D'accord? Mais Claude Weil a parlé de l'épuisement professionnel, surtout dans les travaux pénibles, à l'époque déjà, dans les années, fin des années 50. Le burn-out, quant à lui, les premiers balbutiements théo, c'est Herbert Freudenberger. Il est un psychosociologue, non, c'est un psychiatre, pardon. Herbert Freudenberger, qui est un psychiatre qui est installé au niveau de New York. Ce psychiatre a parlé de burn-out en 1961. D'accord? Comment il en est arrivé à en parler? Eh bien, parce qu'il a décrit la perte d'enthousiasme de bénévoles qui consacraient leur temps à aider les usagers de drogue des rues. Nous sommes à New York. Donc, il y a des free cliniques qui dirigent. Il y a des bénévoles qui viennent aider pour aider les personnes addictes aux drogues. Ces jeunes bénévoles qu'il voyait arriver, tout jeunes, tout frais, qui travaillaient dans ces free cliniques pour toxicomanes, finissaient par se décourager après environ une année. Une année, ils sont. D'accord? Une année d'activité, ils vont manifester des troubles émotionnels et des symptômes physiques d'épuisement. Au bout d'une année d'aide toxicomane pour pouvoir les sauver de leur misère d'addiction, ils en arrivent à en souffrir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait des personnes qu'on aidait, qui semblaient s'en sortir, après beaucoup d'efforts, mais récidivaient. Ils revenaient. Il y a des jeunes qui ont prodigué des soins, qui ont réussi un peu de les soulager ou de les sortir de cette addiction, pardon.
Ils étaient morts par overdose. Ce qui veut dire que tous les efforts qui ont été fournis au titre de bénévolat étaient vains. Alors que quand on fait du bénévolat, ça veut dire qu'on est prêt, corps et âme, à sauver le monde. C'est pas n'importe qui fait du bénévolat. Il y a un profil de personnalité ici. La philanthropie, l'empathie envers les autres, le besoin d'aider les autres à s'en sortir. Et ceux-là, ils ne s'en sortent pas, à déception. C'est en 1974, dans un article intitulé Ça, Burnout, que Herbert Freudenberger désigna le terme de burnout syndrome. C'était la première fois. Avant, il décrivait un ensemble de manifestations émotionnelles, d'épuisement aussi, physique et mental. Mais là, il a employé le terme burnout syndrome pour la première fois. Qu'est-ce qu'il a dit? En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, les ressources internes en viennent à se consumer, comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. Donc là, ils ont dépensé tout leur sang, c'est la faillite émotionnelle au bout d'un certain temps. Et là, ce qu'il décrivait, c'est qu'au moyen, c'était au bout d'une année de surinvestissement pour la prise en charge de ces personnes. Donc là, ils emploient le mot burnout syndrome. Et c'était une métaphore pour lui. C'était une bonne métaphore pour l'ensemble des symptômes qu'il a observés. C'est là où il a exprimé l'idée d'un épuisement, ou plus exactement, d'une usure professionnelle. Le terme usure. Le burn-out en anglais, c'est se consumer pour une bougie, vous l'avez dit vous-même, être grillé pour une lampe, et c'est métaphorique, la flamme s'éteint. C'est pour ça que le terme burn-out a beaucoup de succès aussi. Hein. D'accord? Le burn-out signifie tout simplement, dans le domaine de la santé mentale, échouer, brûler jusqu'au bout, s'user ou devenir épuisé devant une demande excessive d'énergie, de force ou de ressources. Voilà comment ça a été décrit par Herbert Freudenberger. C'était le premier. Mais ce n'était pas le seul. D'autres chercheurs, notamment des psychologues, qui travaillaient qui étaient en contact avec des travailleurs sociaux, avec du personnel soignant. Un des collègues aussi, un des confrères plutôt de Freudenberger, a dit ah ben tiens, moi aussi j'ai observé ça, mais chez les avocats bénévoles. Commis d'office. Donc, un avocat commis d'office, c'est un jeune homme qui vient de sortir de sa faculté de droit. C'est tout jeune avocat. On va lui confier quoi? C'est les commis d'office. On va lui confier les causes perdues. Et les causes perdues, le petit jeune avocat, il va à tout prix sauver ses clients, mais il n'arrive pas. Malgré ça, il n'arrivait pas à les sauver. Et aussi, la même histoire avec les médecins et les infirmiers. Et certains enseignants. Et c'est là, c'est Thomas Lash, qui est psychologue, dans les années 80, dans les années 70-80, a poursuivi cette histoire de burn-out. C'est au début des années 80 que le phénomène de l'épuisement professionnel a été étudié par les psychologues. Donc, le départ, c'était les psychiatres, ensuite, c'est les psychologues. Et c'est une question là, c'est le sien. Oui. Le MBI, oui. un slash. Burnout, France. C'est le questionnaire, c'est celui de Karasak, qui porte le nom de la psychologue dans la recherche médicale. D'une façon plus large, on étudie des phénomènes, on les identifie, on les évalue au plan clinique, ensuite on crée un outil d'évaluation, on les observe, ensuite on construit un instrument de mesure. Maslach, elle a fait l'inverse. Elle a été particulièrement active dans le développement de ce concept qui a été lancé par Freudenberger, comme je viens de dire. Elle a ajouté à l'état d'épuisement émotionnel et physique la notion de cynisme ou de dépersonnalisation ou de déshumanisation dans la relation avec autrui, notamment la clientèle. Par la suite, elle a greffé une troisième dimension aux deux premières, la fatigue physique et émotionnelle, ensuite la dépersonnalisation, le cynisme ou la déshumanisation,
une troisième dimension qui se réfère au développement d'un sentiment d'incompétence ou de non-accomplissement personnel. Ces trois dimensions sont mesurées de façon indépendante par un questionnaire qui est actuellement reconnu à l'échelle internationale. C'est le Maastricht-Berman-Tiaventure. Donc, elle a fait des observations sur un nombre important, sur une population importante de travailleurs sociaux. À partir de ces investigations menées, elle a construit un instrument de mesure. Finalement, le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est ce que mesure le MBA. Elle a dit il y a trois dimensions, donc le burn-out se définit par trois dimensions. L'épuisement physique et émotionnel, la déshumanisation, le cynisme, appelez-le comme vous voulez, et le manque d'accomplissement personnel. D'accord? Trois dimensions. Donc, un syndrome d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation ou déshumanisation et de réduction de l'accomplissement personnel qui apparaît chez qui? Chez les individus impliqués professionnellement auprès d'autrui, c'est-à-dire les sujets qui sont impliqués dans une relation d'aide. Vous avez affaire à l'humain. Voici les trois dimensions ou les trois composantes qui sont distinctes dans le questionnaire ou l'échelle d'évaluation du burn-out. L'épuisement émotionnel, tel que son nom le précise, se traduit par une fatigue affective au travail, une difficulté à être en relation avec les émotions des autres. D'accord? L'empathie, on a l'impression, on a le sentiment d'être vidé. C'est la composante clé du syndrome. C'est la composante affective. Certains chercheurs actuellement ne reconnaissent au burn-out que cette composante. En dehors de cette composante, ce n'est pas vraiment le burn-out. Alors que Maastricht avait dit non, il y a trois composantes, trois sous-échelles, et elles partent de processus, l'un menant à l'autre. La deuxième dimension, c'est la déshumanisation du cynisme. Elle se traduit par un détachement excessif. On prend de la distance vis-à-vis d'autrui. D'accord? Et ça peut aller jusqu'au cynisme, comme je viens de dire. Une des questions, c'est je crains que ce travail me rende insensible. Là, ce n'est plus une composante affective, c'est une composante attitudinale et comportementale. C'est-à-dire, c'est dans l'attitude, le comportement de la personne qui est en épuisement professionnel, ça va apparaître, ça va prendre de la distance. La troisième dimension, c'est le manque d'accomplissement personnel. Et là, on a un sentiment d'échec. Et plus le sujet va faire des efforts pour pouvoir faire face, plus il va s'épuiser et plus il perdra son efficacité, plus il se démotivera. C'est un cercle vicieux. Il va finir par douter de ses propres capacités, il va baisser les bras et éprouver un réel manque d'accomplissement ou d'estime de soi. Ces trois dimensions ont permis la constitution d'un instrument de mesure du burn-out, c'est le Maastricht-Berman-Tiaventure, le MBI, qui est un outil de mesure, et c'est cet outil de mesure qui a été à l'origine du succès de cette définition. Sinon, personne n'aurait utilisé le MBI ou le burn-out. On n'en parlerait même pas aujourd'hui. Le burn-out, finalement, est ce que mesure le MBI. Rien d'autre. Elle a été créée par Maastricht. Elle a construit une échelle de mesure, trois sous-échelles, trois dimensions. Et le burn-out, c'est quoi finalement? C'est l'épuisement émotionnel, c'est la déshumanisation, la dépersonnalisation, c'est le manque d'accomplissement. Ce n'est pas autre chose. D'accord? Elle a été largement retenue, cette définition, et elle a été limitée aux professions d'aide. Elle ne s'élargit pas aux autres catégories de travailleurs. C'est-à-dire un travailleur en LTP, c'est ça, qui travaille dans le fort en LTP, il ne va pas me dire je suis en burn-out. Je dis la famille, assistante sociale, vous comprenez? Est-ce que ce que je dis est vrai? Pourquoi? Pourquoi vous dites non? C'est Maastricht qui l'a dit. Pas moi. Pourquoi ce que je dis, vous pensez que ce n'est pas tout à fait juste? Parce que c'est en partie juste. Oui. Il y a l'épuisement, donc c'est une définition de base, c'est quoi exactement?
Après, on va voir c'est quoi. Maintenant, on est en train de dire, est-ce qu'il n'y a que les professions d'aide qui souffrent de ce syndrome ou est-ce que toutes les professions pourraient être touchées? Hein? Non, non, maintenant, est-ce que c'est une dépression? Est-ce que ce n'est pas une dépression? C'est une autre question. On va y répondre bientôt. Même si c'est une dépression, on va dire que c'est une dépression pour vous et pour moi. Est-ce que cette dépression en rapport avec le travail va toucher uniquement ceux qui sont impliqués dans une relation d'aide ou elle va toucher un peu tout le monde? Pour Maslash, elle dit non. Pour souffrir du burn-out, il faut être engagé dans une relation d'aide. Voilà, il y a un facteur d'échec. C'est pour ça qu'elle a, en fait, elle s'est limitée à l'étude de ces relations d'aide. C'est le démarrage de son étude. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est tout à fait juste? C'est méthodologique. C'est méthodologique. وبعد جاويت في شو واحد اخرين حوسوا على البنات بارتو راح يحوسوا عليه même la femme au foyer. Et la femme au foyer, elle n'a pas le droit de faire son burn-out. Alors qu'avant, c'est la relation, la profession. Il n'y a pas mieux que la femme au foyer, elle connaît très bien les relations d'ex-société. Hein? Voilà le MBI, mais dans sa formule Human Service, dans les relations d'aide. Après, il y a une autre générationnelle, donc pour d'autres catégories. L'épuisement émotionnel, la question, je me sens émotionnellement vidée par mon travail, je me sens à bout de force à la fin de ma journée. Vous voyez que c'est 22 items, mais ils sont pêle-mêle. Pourquoi? Parce que quand on va les mettre dans l'ordre, on ne va pas mettre sous-échelle. C'est pêle-mêle pour ne pas inciter la personne qui vous répond à tricher. On lui met les questions tous azimuts. La question 1, 2, 3 fait partie de l'épuisement émotionnel, mais la quatrième, elle est où? Elle est dans l'accomplissement personnel. Il n'y a pas. D'accord. La troisième, je me sens à bout de force pour la deuxième à la fin de ma journée de travail. Je me sens fatiguée lorsque je me lève le matin et que j'ai à affronter une autre journée de travail. Ça ressemble un peu au test de ce matin. Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande beaucoup d'efforts. Je sens que je craque à cause de mon travail. Ben, dites, je suis tout à fait d'accord, jusqu'à je ne suis pas du tout d'accord. Travailler en contact, j'ai l'impression de travailler trop dur. Travailler en contact direct avec des gens me stresse trop. Je me sens au bout du rouleau. La grille, vous allez la trouver sur Internet, vous pouvez vous scorer. Déshumanisation. Je sens que je m'occupe. Là, je l'ai mis malade ou client. Certains malades de façon impersonnelle, comme s'ils étaient des objets. C'est un soignant qui parle. Je suis devenue plus insensible aux gens depuis que j'ai ce travail. Ça l'a endurci. Je crains que ce travail ne m'endurcisse émotionnellement. Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes malades. J'ai l'impression que mes malades me rendent responsable de certains de leurs problèmes. Le sentiment d'échec que vous avez évoqué tout à l'heure, moi quand j'ai de la souffrance, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, vous vous sentez désarmé. C'est comme si vous dites, mais j'ai rien à lui faire, celui-là, pour qu'il vienne me casser la tête pour me dire qu'il souffre. Lui-même, déjà, c'est la source de ma souffrance psychique. D'accord? Parce que vous vous mettez dans une situation d'échec vis-à-vis de la prise en charge de son patient. Accomplissement personnel, je peux comprendre facilement ce que mes malades ressentent, mes clients ou mes étudiants, comme vous voulez. Je m'occupe très efficacement des problèmes de mes malades. Dans mon travail, j'ai le sentiment de vraiment aider les autres. Je me sens, là je crois que j'ai le sentiment de vraiment aider les autres. Je me sens, et je crois que là j'ai un petit problème. Donc, j'arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes malades. Je me sens réconfortée quand je peux suivre de près mes malades. J'ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail. Dans mon travail, je traite les problèmes émotionnels très calmement. Donc, vous voyez, c'est une série de 22 items qui nous renvoient à cette dimension d'épuisement émotionnel, à cette déshumanisation, à ce manque d'accomplissement personnel. 3 dimensions, mais qui sont indépendantes. Hein. Maintenant, ce qu'on nous propose, c'est un score global. Et les études nous disent non,
ça ne sert à rien de scorer globalement. Ce sont des sous-échelles qui devraient être traitées indépendamment les unes des autres. Après, est-ce que réellement le burn-out, ça a évolué? C'est constitué de 3 dimensions ou de 2 dimensions? Et là, les données de la littérature actuelle, avec l'avancée des données, on est revenu sur la notion de ces 3 dimensions. Le burn-out pourrait se définir par la seule dimension d'épuisement émotionnel. Certains chercheurs vont dire la seule dimension, cette dimension qui pourrait vraiment évoquer un syndrome d'épuisement professionnel, c'est l'épuisement émotionnel. C'est vrai que c'est la dimension clé de ce syndrome. La place de la réduction de l'accomplissement personnel ou de l'efficacité professionnelle dans le burn-out, elle est de plus en plus actuellement remise en cause. Pour ces auteurs, cette dimension de manque d'accomplissement aurait un rôle dans l'étiologie du burn-out, plus qu'en étant la conséquence. Qui conteste? Alors non, le manque d'accomplissement, on va être dans l'épuisement. Et d'autres vous disent, oui, il y a l'épuisement émotionnel, il y a la dépersonnalisation, et on pourrait avoir comme conséquence le manque d'accomplissement, mais c'est une dimension qui ne fait pas partie du corps du syndrome. Ceci laisserait 2 dimensions burn-out, uniquement l'épuisement émotionnel et la dépersonnalisation. Actuellement, voilà ce qui s'écrit. Et d'ailleurs, même avant, pour ne pas parler de burn-out tous azimuts, on vous dit, il faudra au moins que vous arriviez à identifier 2 dimensions sur 3, pas sur une seule base. Actuellement, les auteurs vont dire la première dimension qui est l'épuisement émotionnel met le doigt sur un état de détresse psychologique. D'accord? Plutôt que de parler de l'épuisement professionnel comme d'un concept unifié, les 3 dimensions fusionnant, non. On parle maintenant d'un mélange de 3 réalités. Des réalités qui réfèrent à un état clinique, qui est caractérisé essentiellement par la fatigue, aussi bien physique, émotionnelle et mentale. Ça, c'est la base, c'est le socle de l'épuisement professionnel. Au plan clinique, il y a une fatigue physique, émotionnelle et mentale. Là, c'est tous les chercheurs qui sont d'accord. D'accord? La deuxième réalité, c'est que la personne va mettre en œuvre des stratégies d'adaptation dont on avait parlé tout à l'heure, ou de défense qui vont prendre la forme d'une coupure ou d'une distanciation avec les clientèles ou les collègues ou les soignants, etc. Ou les soignés, pardon. Donc, au départ, je m'épuise parce que je m'investis trop. Ensuite, je me fatigue, il faut que je fasse attention. Donc, je mets en place une stratégie d'évitement, si vous voulez. D'accord, de distanciation pour me préserver. Mais au bout du compte, ces 2 réalités pour avoir pour conséquence la naissance d'un sentiment d'incompétence ou de non-accomplissement personnel, mais qui n'aurait rien à voir avec les 2 dimensions précédentes. Pour les auteurs actuellement, il s'agit d'un état physique, mental et cognitif de fatigue qui nécessite une réponse, donc des stratégies d'adaptation. Et cette situation pourrait donner comme conséquence l'accomplissement, mais sans que ce soit dans le corps du corps, dans sa conséquence. Les chercheurs. Si vous trouvez non, c'est 2, pas 3, pas ceci, pas cela, écoutez, je vais parler longtemps, après je vais vous dire tout ça, c'est encore contesté. La démarche pour définir l'entité burn-out est née d'un instrument de mesure, comme je vous dis tout à l'heure, et non pas l'inverse, comme c'est habituellement le cas dans la recherche. Bien que ces 3 dimensions restent la référence pour une approche évaluative du burn-out, donc si vous voulez évaluer le burn-out, vous allez utiliser quoi? Maintenant, c'est un autre outil. Il a été modifié, il y a d'autres, ceux de FMI, etc. Mais ça reste. Mais là, le consensus n'est pas unanime. D'accord? Le surinvestissement au travail et les manifestations de workaholisme, par exemple, sont considérés par certains auteurs comme étant caractéristiques du burn-out. Le burn-out, c'est les personnes qui sont addictes au travail. C'est tout. Ça suffit pour dire qu'ils sont en épuisement. Ils sont addicts, la conséquence, c'est qu'ils sont épuisés. Sans passer par l'épuisement émotionnel et la déshumanisation
Et voilà ce que dans la littérature actuelle. Je ne peux pas vous dire plus. Vous restez à l'âge, je crois qu'il y a eu un décalage avec. Bon. Après, ça a avancé. Hein. Dans les années 96, Maslach et Jackson ont élaboré le robotique et le MBI, 3 dimensions. Actuellement, c'est contesté. Peut-être que demain, il n'y aura qu'une seule dimension. De toute façon, beaucoup sont d'accord que pour la première dimension, qui est l'épuisement émotionnel. Maintenant, les recherches ont aussi quasiment mis en évidence que les facteurs d'organisation du travail agissent sur chacune des dimensions. D'accord. Du burn-out, quel que soit le champ professionnel étudié. Cela veut dire que le burn-out, nous savons l'épuisement professionnel, n'est plus la souffrance, l'apanage des soignants ou des personnes qui sont dans une relation d'aide, mais tout le monde peut faire un certain nombre d'épuisement professionnel parce qu'ils seront confrontés à des facteurs organisationnels qui vont donner naissance à les conséquences qu'on a dit, l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et le manque d'accomplissement. Pour les terres et Chauffili, que disent-ils? Le burn-out est présent dans toute occupation, c'est-à-dire tous les postes, dans laquelle les individus sont psychologiquement engagés dans leur travail. Les emplois psychologiquement engageants épuisent les ressources cognitives, émotionnelles et physiques. On revient presque à du ségriste. Le surinvestissement. Vous vous engagez trop face à une machine, face à un ordinateur ou face à un humain, vous vous engagez trop. Vous allez finir par être déçu si vous n'avez pas les résultats escomptés par vous-même. Des résultats qui pourraient vous satisfaire, outre le je me suis investi, aujourd'hui je récolte le fruit de mon investissement. Mais si au fur et à mesure de votre surengagement, ayez en tête le diagramme de ces grises, si vous n'avez pas les récompenses ou les attentes même que vous espérez, parce que vous pourrez être à ce niveau-là votre propre ennemi, vous exagérez vos attentes, franchement. L'éducation des enfants. L'éducation des enfants, comme les situations conjugales. Ouais, vous idéalisez votre conjoint, après 1 mois, 2 mois de mariage, 6 mois dans le meilleur des cas, oh, mais c'est un être humain ordinaire. Oh, quelle déception. Ah ben oui. Là, quand on a fait ça avec le chef c'est vous qui avez le temps. C'est pas le partenaire, quand même. Vous me donnez raison, puis de souligner. Par conséquent, la définition et la mesure de Maslach-Jackson ont été modifiées pour englober toutes les professions. Le burn-out, finalement, a été reconceptualisé. Il est conçu désormais comme une crise de la relation de l'individu avec le travail. Et ce n'est pas le problème de l'individu avec ses relations de travail. C'est vous qui avez un problème avec le travail. La relation tête, l'entraînement, les pathologies, je ne veux pas. Idéalisation, trop d'attente, qui ne pas. D'accord? Que doit-on retenir? Le burn-out, c'est un état d'épuisement professionnel qui a vu son concept évoluer après les recherches de Maslach. Elle a fini par identifier 3 dimensions via son outil d'évaluation, le MBA. À partir de là, le burn-out est ce qui évalue le Maslach burn-out inventory, un épuisement émotionnel et des immunisations et un manque d'affection. Les chercheurs sont venus nous dire non. Nous ne pouvons retenir que 2. La première, c'est une situation. La deuxième, c'est une réponse d'adaptation. D'accord. Adaptation, c'est l'évitement. La troisième, peut-être la conséquence des 2 autres. Mais elle ne fait pas partie du corps du burn-out. Elle pourrait même être la cause d'emblée. Ensuite, Maslach a dit, ce syndrome, c'est pour ceux qui sont engagés dans la relation d'aide. Les recherches ont dit non. Ça va concerner tous les travailleurs qui sont engagés psychologiquement dans leur travail. Peu importe ce qu'ils font. Ils finiront par souffrir. Donc, qu'est-ce qui est commun à toutes ces recherches? Le
Le burn-out prend sa source dans l'environnement de travail. C'est pour ça qu'il est contesté dans les études qui concernent les personnes hors travail, comme la femme au foyer, par exemple. On parle de burn-out, s'il prend sa source dans le travail. Et aujourd'hui, le problème, c'est le travail aussi. Le travail des années 70 n'est pas le travail des années 2000 ou 2020, ou 2025. L'environnement du travail, on en parle tout le temps, c'est considérablement modifié. Il y a la tertiarisation accrue, il y a la culture managériale qui a changé, la féminisation, la raréfaction et insécurité de l'emploi, il y a la perte d'autorité aussi, il y a la perte de reconnaissance de certaines professions. Beaucoup de médecins, dans les années 60 ou 70, être médecin, c'est un sacerdoce. On ne fait pas ça pour de l'argent. Ça, c'est pour l'humanité. Je parle de sacerdoce. D'accord? C'est du sacré. Je dis, c'est pas ça. Vous êtes médecin et c'est tout. Vous êtes un technicien de la santé. D'accord? La conception même du travail a changé. Et là, donc l'idéal professionnel a reculé. Il a reculé devant quoi? Devant les valeurs de soi. Donc, ana, thumma ana. Matérialisé, entre autres, par la primauté des aspects économiques. Vos enfants, quand vous leur parlez aujourd'hui, leur grand-mère ou leur grand-père, là aussi, les travailleurs, aujourd'hui, l'idéal professionnel a reculé. On ne travaille pas pour un idéal professionnel, mais on travaille pour avoir une situation sociale. Le concept du burn-out tend ainsi à s'éclater. Là, ce n'est pas licence, ça dit que tu as le surengagement psychologiquement engagé. Donc, il s'éclate, il prend diverses formes. Finalement, il n'y a pas que le burn-out. Entre-temps, le burn-out, c'est Diokrato. Maintenant, ce qui est galvaudé dans la littérature, c'est 3 formes. Vous avez le burn-out, 3 entités. Et les 2 autres, c'est quoi? On peut être épuisé, mais sous d'autres formes. Non? Non? عارفين شكون تصغر؟ déjà هذا بس مش عارفه. Déjà celui-là, il est contesté. Qu'est-ce qui se passe? Encore des problèmes techniques? Non. Manche. Les individus ne sont plus atteints par la forme traditionnelle du burn-out, c'est l'investissement, l'engagement vers autrui, celle dans laquelle la poursuite utopique de buts élevés, significatifs socialement, se heurtait à la résistance d'un environnement qui anéantissait les espoirs professionnels. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Non. À la place, le burn-out qui prévaut aujourd'hui est marqué par le fait que les individus ont une multitude d'obligations, de pressions extrêmes croissantes, des exigences grandissantes de la part des autres et une limitation des possibilités de s'engager et de salaire qui ne compensent qu'une partie, que partiellement, qu'une partie des efforts fournis. Vous avez vu comment les concepts ont évolué? Ça vous rappelle, c'est Christ, ça. Et attention, là où les travailleurs, les opérateurs vont s'engager, s'il n'y a pas les récompenses au bon niveau, ça ne va pas le faire. D'accord. Aujourd'hui, il y a 3 formes de burn-out professionnel, de d'épuisement professionnel. Vous avez le burn-out qu'on vient de définir. Vous avez le burn-out et le burn-out. Le burn-out est désormais considéré comme multiforme. Il n'y a pas qu'une seule forme, il y a plusieurs formes cliniques. L'enjeu des travaux actuels et à venir serait d'identifier les états et les processus qui contribuent aux différentes formes de burn-out. On n'a pas tout compris, on essaie de mieux comprendre, mais ça va compliquer encore les choses. C'est quoi le burn-out? C'est le contraire du burn-out. C'est le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Ça vous rappelle quelque chose? Dans le Karazek, celui qui balayait, le passif. Le Shisha al-Bam'isha. S'il a le profil d'une Shisha al-Bam'isha, ça peut aller. Il ne sera pas déçu. Mais s'il est mis dans un poste qui n'est pas trop valorisant, donc il manque de travail, il va s'ennuyer, d'accord? Parce que les tâches sont répétitives, peuvent aussi, ces états peuvent conduire à l'épuisement, d'accord?
Il y a l'absence de défi, le manque d'intérêt de la fonction vont provoquer un épuisement professionnel par l'ennui. C'est-à-dire, vous allez évoluer. Ça ne va pas interroger vos capacités cognitives pour vous montrer plus créatif. Allez, les tâches de surveillance, vous êtes là, vous surveillez la journée, est-ce qu'il y a un bip, est-ce que ça vous fait... Et généralement, c'est pardon, c'est pas généralement, quand c'est une personne qui a une qualification. Votre mec dit agent de sécurité. On sait qu'il va s'épanouir. Non. Mais pourquoi il le fait? C'est parce qu'il a prévu. Maintenant, le problème au niveau social en Algérie, c'est que beaucoup de diplômés ne trouvent pas de poste de travail dans leur créneau. Qui se rabattent sur d'autres fonctions, même si elles sont valorisantes, mais elles ne font pas partie de leurs compétences, elles ne font pas partie de leur rêve. Ils sont déçus. Là, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Avant, c'était le burn-out, c'était des personnes qui étaient en surinvestissement pour aider ou pour étaient psychologiquement engagées dans le travail, mais qui sont déçus. C'est le trop d'investissement. Mais là, qu'est-ce que je fais là? Les caractères. D'accord. Donc, syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, on a un sentiment de démotivation, de l'anxiété, d'isolement, pardon, de culpabilité, de tristesse. Le symptôme classique, sous-emploi au niveau intellectuel, fatigue, déprime, épuisement général. Que ce soit le burn-out, le burn-out, peu importe les déterminants de la situation de travail, mais le résultat, c'est quoi? C'est que le poids des contraintes est perçu. Et en déséquilibre par rapport aux ressources que j'ai. Avant, les ressources vont arriver à me manquer. Et si j'ai trop de ressources, c'est pas trop de contraintes. Je m'ennuie. D'accord? Dans les deux cas, il y a un déséquilibre. Et quand il y a un déséquilibre, quel est le mécanisme d'action de l'organisme? Réaction de stress. Réaction de stress veut dire c'est hypersécrétion d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol. Les pathologies sont les mêmes. Ça va être en fonction de la prédominance. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de corticoïdes? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de catécholamine? C'est tout. C'est ma doro. Le potentiel candidat au burn-out. D'accord? Là, c'est un mal-être. Ça va plus loin ici. Pourquoi ce mal-être? Parce qu'il y a une perte du sens au travail. Maintenant, le burn-out classique, on peut arriver à une perte du sens. Souvent, parce qu'on a des manques d'accomplissement au travail. Parce que le travail n'interroge plus, ne vous passionne plus, ne répond plus à vos attentes. Donc, en lien avec l'impression paradoxale que les fonctions que vous occupez dans l'entreprise sont stupides. Vous avez un sentiment d'inutilité, les tâches que vous faites, elles n'ont aucun sens à accomplir. Donc, le résultat, c'est la perte de sens. En fait, ici, ce qui va s'entre-choquer, c'est les valeurs de l'individu qui vont entrer en conflit avec les valeurs de l'entreprise. Le travailleur peut se sentir en désaccord à différents niveaux. Par exemple, le manque de vision à long terme, l'accent mis sur la rentabilité au détriment de la qualité, la déshumanisation des soins, le manque de reconnaissance peut aussi entraîner une perte de sens. Et là, vous, médecins du travail, vous êtes confrontés à ça aussi. Il y a un conflit de valeurs parfois dans l'exercice de vos fonctions. Vous avez une vision en tant que médecin, encore plus en tant que médecin du travail. Vous avez quelqu'un de l'administration qui n'a rien à voir, qui va vous dicter non, faites ceci, ne faites pas cela, arrêtez là, ça ne nous arrange pas. Ça va vous freiner en fait. Hein? Qu'est-ce que je fais là? C'est le burn-out. Donc, vous voyez, c'était important de vous raconter toute l'histoire du processus du burn-out, depuis sa naissance jusqu'à les dernières recherches, pour que vous compreniez mieux, pas le syndrome, hein, ce qui se dit. Parce que vous aurez beau lire, vous ne comprendrez pas tout, parce qu'ils finissent toujours par se contredire, en totalité ou en partie. Après, vous ne savez pas à quel sein vous voulez. D'accord? Quelles sont les causes et facteurs de risque du burn-out? Là, j'aimerais bien que vous me répondiez. Sur quel terreau va proliférer ce syndrome d'épuisement professionnel? On revient au Karazek, ou bien on se grise, ou les deux. Excès de travail, exactement.
Le déséquilibre. Fragilité. Ah, ici, elle me parle de la variable individuelle. Il aurait une vulnérabilité, une fragilité individuelle qui va alimenter ce terreau. Pas bête, ça. Quoi d'autre? Et là, elle pèse un peu, un peu plus cette composante professionnelle par rapport aux autres. Voilà. Et c'est Grace la mise en évidence dans les efforts extrinsèques, c'est la charge de travail que vous venez d'évoquer, et dans les efforts intrinsèques, le surinvestissement. Oui? Quoi d'autre? Voilà, on revient toujours au concept de base. Il y a surinvestissement, il y a trop de travail. Qu'en est-il des récompenses? La récompense, on avait dit, c'est l'argent, c'est ceci, mais la récompense, des fois, c'est la réussite de ce que vous avez entamé. Vous prenez en charge un patient, vous voulez qu'il fasse tout, vous faites tout pour qu'il guérisse, mais vous échouez. Au regard de tous les efforts consentis sur la sphère psychologique, vous allez être déçu. Donc, tout à l'heure, vous disiez, oui, j'ai un patient, il est en souffrance, je le sais. Que puis-je faire pour lui? Parce que vous voulez le guérir. Vous voulez, top niveau être de bien-être. Ce n'est pas réaliste comme objectif. Vous vous êtes astreint à cet objectif. De votre point de vue, ça dépend de vos attentes. Si vos attentes sont de le soulager, de le guérir, de le mettre à un poste où il sera vraiment épanoui et accompli, c'est utopique. Le problème est utopique. Mais par contre, ce qu'attendent de nous nos patients, et chaque jour de consultation, vous en avez au moins un cas de consultation de personnes en souffrance psychologique, ou en détresse psychologique. Ça, vous vous en rendez compte, soit c'est en infraclinique, vous ne vous rendez pas compte, vous laissez passer. Quand vous vous rendez compte, vous dites, mais que puis-je faire pour lui? ما يحملش le bruit, ما يحمل son chef, ما يحملش كاع يخدم. Que puis-je faire pour lui? Vous pouvez faire que l'écouter, l'accompagner, l'orienter et voir sur le plan professionnel en matière d'aptitude, que pouvez-vous faire? Parce que vous pouvez restreindre son aptitude, parce qu'il ne pourra pas, vous pouvez aménager son poste, ou bien carrément lui obtenir un changement de poste. Mais si au bout du compte, vous êtes déçu, c'est pas trop grave, vous avez fait ce que vous voulez, ce que vous avez pu. Peut-être que vous allez réussir avec quelqu'un d'autre. Et des fois, on ne réussit pas toujours. Mais parfois, nos patients, ils reviennent, là, il y a comme ça prend des mois d'investigation sur le terrain. Vous faites intervenir vos relations pour pouvoir accompagner au plan thérapeutique ces travailleurs et au plan aussi réinsertion professionnelle ou aménagement de poste. Parfois, on réussit. Et parfois, on ne réussit pas, mais malgré ça, le patient, il garde, والله يعطيك الصحة وقفت معايا وسمعتني وسي grâce à vous que j'ai été accompagnée, que عرفت واش ندير. C'est déjà pas mal. Maintenant, vous êtes médecin. C'est comme si vous demandez à un oncologue de guérir tous ces 4 cancers. علاش انت en tant que médecin du travail تلزم على روحك عندك une baguette magique اللي يدخل من عندك تفري له شغله. Non, moi je suis médecin. Raisonnant au médecin. هاي la clinique فريناها. Je peux orienter au psychologue. Même parmi le réseau personnel, je vais comment dire, orienter et mettre en place une procédure de prise en charge psychologique. D'accord? La maison d'arrêt de travail, l'accompagnement. J'ai même son téléphone. Alors, j'ai peur qu'il se suicide. Je ne sais pas. Après, je vois du côté travail. Le RH, le chef de service, l'encadrement, pour que je sensibilise tout ce monde-là. Tout en restant un petit peu sur la marge du secret professionnel, parce qu'on ne peut pas. Mais en Algérie, franchement, il n'y a pas de problème de secret médical. Hein. Tout le monde connaît les bobos de tout le monde. À part quelques situations, on dit, ah, mais tu as dit, قلت لك بالك هذاك الدوسي تاعو même مفرملي ما يشوفوش نغلق عليه بالمفتاح. Mais sinon, qui يدخل déjà في الدخله في لاشون سيكوريتي يحكي له واش بيه. Donc, je suis très à l'aise. كي الحق الغاش يقول لي كي الحق انا توكسيكومان. Tout le monde le sait. Moi, ce que je peux confirmer, mais je confirme, mais j'affirme. Parce que si je le dis, moi, vous avez rompu le secret professionnel. Excusez-moi, le mot me manque. Donc, ne vous placez pas vous-même dans des situations où vous avez une obligation de résultat. Vous avez l'obligation des moyens. C'est la pression du malade. C'est la pression du malade. Expliquez-lui que vous êtes médecin.
En tant que médecin, voilà ce que je peux faire pour vous. Et en tant que médecin du travail, voilà les interventions que je vais avoir sur le terrain. Mais à l'entreprise, moi, je t'abeba, ou le budget de la prévention, moi, où je fais du B, et là, je ne peux que faire mon boulot. Et mon boulot, c'est de conseiller, c'est de. On s'en moque même. Peut-être qu'on a gardé avant que vous êtes tout le temps là, mais ils apprécieront que vous soyez là aussi. Y compris l'encadrement. Me dit, ce médecin du travail s'intéresse vraiment à ce travail. Et il y a des solutions. Il y a des histoires qui finissent très bien. Il y a des histoires, comme vous dites tout à l'heure, ben, quand il faut partir, il faut partir. Il faut encourager à partir. Vous ne pas encourager, dire une issue, c'est celle-ci. Aidé par le psychiatre et le psychologue, vous trouverez une issue. S'il doit partir, il partira. Ça ne sert à rien, il sera là, il trouvera mieux. Avec les exigences du poste, on va pas changer. On a changé depuis. Oui. Quel chantier sondeur. Pas très comme agent de sécurité. Oui, mais après, le tiroir des agents de sécurité est place. قلت مثلا ما نقدرش تدفع عليه شهر. هو خليه يخدم. Attention. ليش تاع لاكيري قلت ما نجمش. ما تنجمش. Mais expliquez-lui que ما ينجمش. Je peux comprendre. ما ينجمش ما ينجمش ما ينجمش. واش حبيت تخلص وما تخدمش؟ et مالك ما تخلصش. Non, mais vous n'allez pas. Non, excusez-moi, hein. Il y a des patients qu'on écoute et qu'on suit. Il y a des patients qui sont là. Et moi, je dis à mes éléments, à mon équipe, que pour moi, ce sont tous, les patients ici, ce sont tous des menteurs jusqu'à preuve du contraire. Il y a que des béligies, je peux les changer. Après, il faut aller voir du côté de l'encadrement, du côté de l'équipe, que s'est-il passé? Pourquoi il est venu en ce moment? Et je ne suis pas un distributeur de postes aménagés. ما تقدرش تطلع في الدروج ما تقدرش تطلع في السلوم راك تروح انفاليديتي ها واش حتخلص دير ريفا هو يقدر يقدر شوف يا يقدر يا ما يقدرش يروح il est inapte c'est la porte de la sortie qui va s'ouvrir pour lui donc et quand vous avez des cas qui méritent d'être aidés et ben ceux-là ne mesurez pas vos efforts. Ah, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, non. Vous pensez qu'ils vont vous respecter qu'à chaque fois pour une lombalgie, poste aménagé, pour un. On a toujours, je leur dis, parlez-moi comme un médecin. Comme un médecin. Des fois, j'ai affaire à des médecins. On a un diagnostic. Est-ce qu'un diagnostic ما يخليكش تخدم؟ واحد ما يقدرش يخدم كيفاش؟ باش يخدم في الليل تخرج تخدم لا ما تقدرش كاع دي اري طرافاي دي je peux pas distribuer parce que quand vous enlevez quelqu'un pour une hernie discale par exemple il y a 50 hernies discales documentées qui vont se pointer et oui si vous avez aménagé le premier vous allez les aménager tous les 6 et l'équipe est composée de 10 personnes vous avez laissé 4 personnes travailler c'est eux qui vont venir me dire donc toujours penser au collectif et à l'équipe. Parce qu'on ne peut pas apprendre. Ne prenez aucune décision d'aptitude si vous ne mettez pas dans la balance les exigences du poste, la réalité du terrain et le profit de l'individu. Les profiteurs, entre guillemets, ceux qui exagèrent parce que l'Algérie continue à faire du social, il faut dire basta. ما تقدرش اخي انا ما نعطيلكش الوقت ما نقول لك ديميسيوني ما نقول لك خرج انت تقدر